Meyer Lansky. Il a été surnommé le comptable de la mafia et le génie financier du monde criminel. À l'apogée de sa puissance, sa fortune était estimée à 300 millions de dollars et il était le numéro 2 du syndicat national du crime, une organisation regroupant les gangsters les plus influents du pays. Telle est la légende de Meyer Lansky, créée par les journalistes et les forces de l'ordre. Si vous souhaitez savoir ce qui est vrai et ce qui a été inventé pour vendre plus de journaux, alors veuillez accueillir Meyer Lansky de l'autre côté de la loi. Le nom Meyer signifie « porteur de lumière ». Peut-être que Max et Yetta Lansky, en donnant ce nom à leur fils, voulaient prédéterminer son destin. Hélas, comme le temps l'a montré, le destin en a décidé autrement. Cependant, en 1902, dans la communauté juive extrêmement religieuse de la ville de Grodno, alors située dans l'Empire russe, rien ne laissait présager ce que deviendrait le nouveau-né Meyer. Comme la plupart des garçons du village, il étudiait au Heder et rêvait de devenir rabbin. Mais ses rêves n'étaient pas destinés à se réaliser. Depuis la fin du 19e siècle, une vague d'antisémitisme déferlait sur l'Empire russe, entraînant des affrontements constants entre Russes et Juifs. Ces derniers étant clairement minoritaires et ne bénéficiant pratiquement d'aucune protection de la part de l'État. Les Juifs ont alors commencé à émigrer en masse. La Palestine et les États-Unis étaient leur principale destination. Le grand-père et la grand-mère de Meyer ont choisi la première destination, tandis que son père est parti à la conquête du Nouveau Monde en 1909. En un peu plus d'un an, il a réussi à trouver une situation stable et, au printemps 1911, sa femme et ses enfants l'ont rejoint. Au départ, la famille qui avait déjà simplifié son nom en Lansky s'est installée à Brownsville, mais faute de moyens, elle a déménagé dans le Lower East Side, un quartier moins cher. Meyer avait 10 ans au moment du déménagement, mais comme il ne connaissait pas l'anglais, il a dû recommencer sa scolarité en première année. Cependant, Lansky s'est révélé être un élève extrêmement doué. En 1914, il fut transféré en 6e année où il s'est distingué par ses excellents résultats. Comme Meyer l'a lui-même reconnu plus tard, il aimait aller à l'école, en particulier les cours de mathématiques qu'il essayait déjà à un si jeune âge d'appliquer aussi bien en classe que dans des activités pas tout à fait légales. Dans le quartier où sa famille s'était installée, presque tout le monde jouait aux dés. Le petit Meyer adorait observer cela et essayer de calculer les chances qu'un joueur obtienne le chiffre sur lequel il avait misé. Chaque jour, il réussissait de mieux en mieux à deviner le résultat, et il finit par décider de tenter sa chance afin de multiplier l'argent que sa mère lui avait donné pour acheter de la nourriture pour toute la famille. Bien sûr, Lansky perdit et mit sa famille dans une situation extrêmement difficile. À cause de sa décision, la famille a dû survivre de pain et d'eau pendant toute une semaine. Mais cela ne l'a pas arrêté pour autant, et Meyer a continué à observer les jeux, mais en concentrant son attention non plus sur les chances, mais sur les joueurs. Et il a remarqué un détail intéressant. À l'endroit où il se rendait, le même homme jouait tous les jours, toujours selon le même scénario. Au début, il y avait toujours de la chance, mais dès que les autres joueurs commençaient à croire en sa chance et à parier leur argent sur le numéro choisi par cet homme, la chance le quittait immédiatement. Et bien que Lansky ne comprenait pas encore comment les numéros étaient truqués, il était convaincu que le jeu était truqué et que cet homme servait d'appât. Ainsi, s'il voulait gagner, il devait parier avec lui à un moment où personne ne croyait encore en lui. Et lorsque ses parents l'ont renvoyé faire les courses, Meyer a de nouveau misé de l'argent. Cette fois, ses observations se sont avérées exactes. Il a gagné. Lansky a alors commencé à aller voir d'autres jeux, et dans beaucoup d'endroits, le stratagème était exactement le même. Le secret était percé, et chaque semaine, il accumulait de plus en plus d'argent sous son matelas. À la même époque, Meyer fit la connaissance de Benjamin Siegel, avec lequel il forma un petit gang d'adolescents. Tout cela, les jeux d'argent et les mauvaises fréquentations, commença peu à peu à détourner l'attention du jeune Lansky de ses aspirations initiales. Il ne rêvait plus de devenir rabbin, et il ne voulait plus suivre l'exemple de son père qui, selon lui, n'avait rien accompli dans sa vie en travaillant honnêtement. Lui, un adolescent, gagnait déjà autant que son père en jouant aux dés. Et quelques nez cassés valaient à Meyer beaucoup plus de respect parmi ses camarades que son père n'en recevrait de son patron. Pour un jeune homme qui ne mesurait pas encore les conséquences d'une vie criminelle, le choix de sa voie était évident. À l'âge de 15 ans, après avoir terminé ses études secondaires avec mention, Lansky abandonna ses études. Sous la pression de son père, il finit par trouver un emploi légal dans un garage automobile, mais il n'abandonna pas pour autant ses activités illégales. À 18 ans, il travaillait comme gérant dans un petit établissement illégal où l'on jouait aux dés. Il y veillait à l'ordre et, si nécessaire, expulsait les clients indésirables.
La deuxième façon pour Meyer de se procurer de l'argent était de travailler pour les syndicats, qui étaient alors en conflit permanent avec les propriétaires d'usines. Les uns et les autres engageaient des gangsters pour assurer leur protection, par la force si nécessaire. C'était précisément le travail de Lansky. On lui disait qu'il fallait tabasser, il le tabassait. On lui disait de provoquer une émeute dans une usine, il le faisait. Qui sait, peut-être que Meyer serait resté à jamais un petit gangster local, mais en 1920, le gouvernement américain a instauré la prohibition, qui a permis à des centaines de gangsters à travers le pays de gagner des sommes colossales. Lansky ne fut pas une exception. C'est Arnold Rothstein qui a ouvert la voie à la fortune pour Meyer, comme pour beaucoup d'autres gangsters de l'époque de la Prohibition. C'est grâce à des amis communs qu'il a fait la connaissance de la grosse liasse de billets, dont je parle d'ailleurs dans une vidéo sur ma chaîne, et qui lui a permis d'accéder à des produits importés de grande qualité. Et ensuite, tout s'est passé comme pour tout le monde. On achète, on revend, on réalise des bénéfices et on se développe. En parallèle, on se fait de nouveaux amis et on conclut de nouvelles alliances. Dans ce contexte, je me dois de mentionner les liens de Lansky avec Charles Luciano, qu'il connaissait depuis l'enfance, ainsi qu'avec Frank Costello, avec lequel il entretiendra des relations d'affaires étroites même après la Prohibition. D'ailleurs, j'ai consacré des vidéos séparées sur chacun d'eux sur ma chaîne. Une fois que vous aurez regardé cette vidéo, rendez-vous là-bas, c'est tout aussi intéressant. Mais ce n'est pas tout. Sinon, ses contemporains n'auraient pas qualifié Lansky de gangster le plus intelligent qu'ils aient connu. Meyer ne cherchait pas non seulement de l'or, il vendait aussi des pelles, ou, pour laisser de côté les allégories, avec Ben Siegel, il ne se contentait pas de vendre de l'alcool illégal, mais possédait également son propre parc de camions qu'il louait avec chauffeur à d'autres bottlegaggers. Et comme l'alcool devait le plus souvent être livré en dehors de la ville, cette activité était extrêmement populaire et rapportait d'excellents revenus. En effet, la concurrence était minime, car rares étaient ceux qui étaient prêts à mettre leurs camions à disposition sans poser de questions, et encore moins avec des chauffeurs prêts à essuyer, si besoin, les balles de la concurrence. Dans l'ensemble, la Prohibition fut une période prospère pour Lansky. Certes, il s'est retrouvé dans plusieurs altercations, mais il n'a subi aucune perte notable. De plus, ses proches partenaires, Luciano et Costello, ont gravi les échelons. Le premier est devenu chef de la famille qui occupe une position dominante dans le monde criminel, la Cosa Nostra, et le second s'apprête à acquérir une influence politique considérable. Ajoutez à cela les nouvelles relations qu'il s'est forgées à travers tout le pays, ainsi que les centaines de milliers, voire les millions de dollars rapportés par la Prohibition. Et vous obtenez un tremplin idéal pour ce qui allait faire la renommée de Meyer Lansky, les jeux d'argent. Cependant, il a commencé ses activités après la levée de l'interdiction d'une manière légèrement différente. Avec Sam Tucker et Modalitz, deux bottlegaggers influents de Cleveland, Lansky a fondé la Molaska Corporation, une société fournissant de la mélasse en poudre à l'industrie de la distillation. La mélasse en poudre était un additif bon marché au sucre dans la fabrication des boissons alcoolisées, et Molaska Corporation utilisait de nouvelles technologies de production et avait toutes les chances de devenir le leader national dans la fourniture de ce composant, dans un créneau qui promettait d'être en plein essor après l'abrogation de la loi Volstead. Mais les défenseurs de la loi ont tout de même ajouté une mouche dans le pot de miel. Après l'abrogation de l'interdiction, la production d'alcool fut soumise à une lourde taxation. Et dans tout le pays, les distilleries illégales ont repris leur activité. Au lieu de sortir de l'ombre et de se légaliser, Lansky et ses partenaires se sont à nouveau tournés vers le crime et ont commencé à approvisionner des entreprises illégales, ce qui leur a coûté cher. Lorsque les autorités ont découvert l'une de ces usines, capable de produire jusqu'à 20 000 bouteilles d'alcool fort par jour, elles ont commencé à enquêter sur les fournisseurs de matières premières. Afin d'échapper aux poursuites, Lansky et ses partenaires ont été contraints de fermer leur entreprise et de faire appel à des avocats pour effacer toutes les traces. C'est ainsi que Meyer a de ses propres mains gâché sa première chance de se lancer dans une activité légale. Lansky ne trouva pas d'autre activité aussi lucrative que le trafic d'alcool, et il s'est donc tourné vers les jeux d'argent qui avaient déjà été sa porte d'entrée dans le côté obscur de la société américaine. À l'époque de la Prohibition, Meyer avait déjà plusieurs établissements à New York, où les gens pouvaient boire et jouer aux dés, mais leur taille restait très modeste. On pourrait même dire que ces établissements étaient davantage faits pour le plaisir que pour le profit. Cela s'exprime par le fait qu'à New York, en raison de l'interdiction des jeux d'argent, il était impossible d'organiser un casino respectable et permanent, car il aurait été fermé à coup sûr. Mais dans la station balnéaire de Saratoga Springs, située à seulement 300 km de la Grosse Pomme,
Les autorités étaient beaucoup plus conciliantes, et ce genre d'établissement n'était pas rare. Saratoga était principalement fréquenté par des citoyens extrêmement fortunés. Ils y trouvaient une sorte de villégiature élitiste. Le matin, ils prenaient leur petit déjeuner, puis allaient se faire masser ou suivre d'autres soins de bien-être, après quoi la plupart d'entre eux se réunissaient pour assister aux courses hippiques. À 18h, les divertissements à Saratoga prenaient fin et les clients se retrouvaient à l'extérieur de la ville, dans les « maisons au bord du lac », qui étaient en réalité des restaurants luxueux avec des casinos tout aussi prestigieux. C'est là que les attendait Meyer Lansky, qui, au milieu des années 1930, dirigeait l'un de ces établissements de jeu. Son établissement, qu'il avait ouvert avec Frank Costello et Joe Adonis, s'appelait Piping Rock. Costello était responsable du restaurant et y envoyait chaque saison ses meilleurs employés de Copacabana. Adonis attirait une clientèle aisée qui fréquentait ses établissements dans le New Jersey, tandis que Lansky gérait directement le casino. Pendant la saison touristique, qui durait environ de juin à septembre à Saratoga, chacun des associés pouvait gagner plusieurs centaines de milliers de dollars chaque saison. Cependant, si pour Adonis et Costello, ces revenus n'étaient qu'une source parmi d'autres, pour Lansky, il s'agissait alors de sa seule activité, et il devait donc trouver une autre source de revenus pour le reste de l'année. Son choix se porta sur la Floride, où la saison touristique commençait juste après celle de Saratoga. C'est là, en 1936, dans une petite ville appelée Allendale, près de Miami, qu'un petit spéculateur du nom de Julian Kaufman a ouvert un casino. Dans une grange qui servait auparavant à entreposer des tomates, il commença à prendre des paris sur des événements sportifs. Et à côté, soudés au vent, les gens pouvaient jouer au dé, à la roulette et au blackjack le soir. Au début, ces affaires ne marchaient pas très bien, mais l'idée d'organiser des parties de bingo quotidiennes avec un gros lot de 3000 $, suffisant pour acheter une Cadillac neuve, fit rapidement de son établissement baptisé Plantation un lieu de rendez-vous pour les amateurs de jeux de hasard. Cependant, il était harcelé par les habitants de la région, qui ont ensuite poursuivi Kaufman en justice. Le tribunal a interdit à la plantation d'exercer ses activités sur ce terrain. Kaufman aurait peut-être fermé boutique et Allendale n'aurait plus jamais vu de jeu d'argent sur son territoire. Néanmoins, à peu près au moment où il était en procès avec la communauté locale, un homme du nom de Vincent Allo lui fit une offre qu'il ne pouvait pas refuser. Allo, également surnommé Jimmy aux yeux bleus, était membre de la famille Genovese et le plus proche allié de Lansky au sein de la mafia. Il proposa à Kaufman d'associer plusieurs autres personnes à son entreprise, en échange de quoi les nouveaux partenaires s'engageaient à régler le problème avec les habitants du quartier et à injecter des fonds dans l'établissement pour le rendre plus respectable. Ces partenaires, comme vous l'avez sans doute déjà compris, étaient Vincent Allo et Meyer Lansky eux-mêmes. Kaufman, comprenant qu'il valait mieux ne pas refuser les propositions de telles personnes, donna son accord. Il obtint alors sa part dans l'entreprise et remit les rênes à Lansky et Allo. Après avoir reçu le nouvel établissement, Meyer commença par régler le litige judiciaire. Le jugement stipulait que la plantation devait cesser ses activités sur ce terrain. Lansky renomma donc simplement le casino La Ferme et le transféra sur un terrain voisin, contournant ainsi l'interdiction. Cependant, les habitants n'ont eu aucun mal à gagner à nouveau le procès, et il fallait faire quelque chose. Meyer a commencé par faire des dons massifs à toutes les associations locales d'Allendale, allant des policiers et médecins jusqu'aux pêcheurs et chasseurs. Cela a quelque peu apaisé le mécontentement, et Lansky est allé plus loin en mettant en place un système de corruption idéal avec les autorités locales. Chaque semaine, le tribunal local jugeait des affaires de vandalisme, et l'amende infligée à l'accusé, qui allait dans les caisses de la municipalité, était payée par la ferme. Le montant de l'amende, qui était en réalité un pot de vin, était fixé à l'avance entre les autorités et Meyer. De même, pendant toute la saison touristique, Lansky a financé des subventions de la mairie pour chaque famille locale à hauteur de 35 $ par semaine. En outre, il a créé des dizaines d'emplois pour les habitants de Allendale et a assuré un débouché aux agriculteurs locaux en achetant leurs produits exclusivement pour son restaurant. En bref, il a ouvert une mine d'or pour les habitants d'Allendale. Les gens autrefois très pauvres finirent par décider que le jeu d'argent n'était pas si mauvais, et les autorités locales ne s'opposèrent plus à ce qu'il y ait des casinos dans leur juridiction. Bien sûr, les bénéfices de l'ancienne grange à tomates ne suffisaient pas pour tout le monde, et la ferme est devenue une version plus luxueuse de la plantation. Lansky a construit des salles de jeu, ouvert un restaurant et commencé à attirer de nouveaux investisseurs. Ainsi, pendant la saison, alors que Meyer dirigeait déjà pleinement l'établissement, un hôtel a été ouvert et une plage a été aménagée, où ont été ajoutés tous les conforts possibles sous forme de cabines, de douches, de transats et de maîtres nageurs.
Plus tard, un hippodrome local a également été ouvert à Allendale. Cependant, Lansky n'était pas le seul à s'efforcer de créer toutes les conditions pour attirer le plus grand nombre de visiteurs possible à la ferme. À la fin des années 1930, l'Amérique, enfin remise de la Grande Dépression, favorisait le développement de la côte floridienne afin d'en faire une mine d'or. Les gens recommençaient à bien gagner leur vie et Miami et les villes voisines sont devenus pour eux le meilleur endroit pour passer leurs vacances d'hiver. Parallèlement à l'engouement des touristes pour la Floride, les investisseurs s'y sont également intéressés. Alors qu'il n'y avait que 10 à 20 hôtels à la fin des années 1920, on en comptait déjà plus d'une centaine en 1939. Et tout comme à Saratoga, où, après leurs soins quotidiens, les gens se rendaient dans des maisons au bord de lac, ici ils se rendaient dans des maisons au bord de la mer. Et là, on leur servait également la meilleure cuisine, les meilleures boissons, et où l'on pouvait facilement se laisser prendre 1000 ou 2000 dollars en essayant de ressentir cette merveilleuse montée d'adrénaline dans le sang. Des dizaines de milliers de personnes venaient à Miami pour se détendre, et des milliers d'entre elles choisissaient les jeux d'argent comme passe-temps pour la soirée. En gros, c'était Las Vegas avant l'heure. Et Meyer Lansky, en achetant une ancienne grange qui servait à stocker des tomates, sans s'en douter, a probablement réalisé la meilleure affaire de sa vie. Mais Meyer ne se contentait pas d'un seul succès et cherchait sans cesse à développer de nouvelles entreprises liées aux jeux d'argent. C'est ainsi qu'au début des années 1940, il apprit que dans la petite ville de Council Bluffs, dans l'Iowa, l'administration locale avait essuyé un fiasco en tentant d'organiser une grande foire. Les autorités se retrouvaient avec un bâtiment vide et une dette de 12 000 dollars. Lansky se rendit alors dans l'Iowa et proposa les conditions suivantes au malheureux fonctionnaire. Il lui céderait le bâtiment de la foire pour y organiser des courses de chiens, et en échange, il s'engagerait à leur verser 1000 dollars par semaine pendant toute la durée des courses. En plus de cela, Meyer construisait à ses frais une piste et des tribunes qui, 5 ans après la fin du bail, devaient devenir la propriété de la ville. Les fonctionnaires ont accepté ces conditions généreuses et, à l'été 1941, la piste, baptisée Dodge Park, a été ouverte au public. Lansky gagnait de l'argent en prenant des paris sur les courses, et pour contourner l'interdiction des jeux d'argent, les cabines ne prenaient pas de paris mais vendaient des options. Ainsi, toute la piste était remplie non pas de joueurs, mais d'investisseurs qui, en cas de victoire, pouvaient revendre leur option au même endroit où ils l'avaient achetée, mais à un prix plus élevé. Si une personne perdait, son option ne valait plus rien. Ce système, bien qu'en marge de la loi, ne fut pas inquiété, car personne ne touchait à Meyer, et que l'argent, dont le Council Bluffs avait tant besoin, se retrouvait dans les caisses de la ville. À peu près à la même époque où Lansky faisait des affaires en Floride et dans l'Iowa, il effectua son premier voyage d'affaires à Cuba, où Batista, qui avait pris le pouvoir au début des années 1930, était mécontent de la situation des jeux d'argent sur l'île. En 1937, le nouveau dictateur a placé une partie des établissements de jeu sous le contrôle de l'État et a été déçu par leur fonctionnement. La fraude, le mauvais service et l'incompétence du personnel ont, année après année, fait fuir les joueurs américains, qui constituaient la principale source de revenus dans ce secteur. Afin de remédier à la situation, Batista chargea ses subordonnés de trouver des Américains capables de les aider. Le premier à accepter ce travail fut Lou Smith, un célèbre directeur de course hippique de l'époque. Mais Smith ne connaissait que son domaine et concilia donc à Batista d'engager Frank Erickson pour travailler avec les bookmakers et Meyer Lansky pour travailler avec les casinos, qu'il connaissait bien et pour lesquels il pouvait se porter garant. Lansky accepta l'offre de Batista et, en 1938, travailla pendant la saison hivernale sur 2 fronts. D'un côté, il y avait Allendale, où tout fonctionnait bien, et de l'autre, Cuba, où tout devait être démoli et reconstruit en termes de système de gestion. Pour ce faire, Meyer fit venir une équipe des États-Unis et licencia tout le personnel en place. Le nouveau personnel, composé de Cubains, travaillait toute la saison avec l'équipe de Lansky, qui les supervisait et les formait. Ces mesures radicales ont porté leurs fruits. Le casino National, dont Lansky avait pris la direction, fut transformé au point d'être méconnaissable, redevenant un lieu de prédilection pour les touristes américains. Batista était satisfait, et Meyer s'est ensuite lié pour longtemps à Cuba, où il pouvait s'abandonner à son activité favorite sans avoir à contourner l'interdiction légale. Ici, il pouvait être en règle. Cependant, aux États-Unis, où Lansky détenait la majeure partie de ses établissements de jeu, les autorités devinrent plus strictes concernant les jeux d'argent, ce qui allait rapidement lui poser de sérieux problèmes. La période allant du milieu des années 1930 à la fin des années 1940, si l'on ne tient pas compte de l'interruption due à la Seconde Guerre mondiale, fut pour Meyer et Lansky l'âge d'or des jeux d'argent. Les casinos de Saratoga, le casino de Floride, les courses de chiens dans l'Iowa et le début de ses affaires à Cuba.
À la fin des années 1940, il ajouta à cette liste une participation dans un luxueux hôtel-casino à Las Vegas, construit par son vieil ami Benjamin Siegel, surnommé Bugsy. Depuis 1931, le Nevada était le seul État où les jeux d'argent étaient légaux, et à partir du début des années 1940, des projets de complexes hôteliers casinos à grande échelle ont commencé à voir le jour. En 1941, lorsque Siegel s'intéressa à Las Vegas, un complexe touristique avec casino appelé El Rancho Vegas avait déjà été construit, et un an plus tard, l'hôtel-casino Last Frontier ouvrait ses portes. Ces établissements offraient tout ce dont on pouvait rêver pour se détendre, des chambres confortables et climatisées, une piscine, des cours de tennis et, surtout, un casino proposant tous les types de jeux d'argent. Grâce à ces établissements, Vegas attirait de plus en plus de visiteurs, dont certains décidèrent même de s'installer dans la ville. Siegel, qui tenait ici des bureaux de Paris, a commencé à voir le potentiel des hôtels casinos et, en 1943, il a tenté d'acheter El Rancho Vegas, mais le propriétaire a catégoriquement refusé. À la place, en 1945, il réussit à acheter un établissement plus petit appelé El Cortez, et Lansky investit $60 000 dans cette entreprise, obtenant alors 10% des parts. À peine un an plus tard, en 1946, Siegel vendit El Cortez, profitant de la hausse des prix de l'immobilier après la guerre, et gagna environ $170 000. Fort de son succès, il a alors convaincu ses partenaires gangsters d'investir dans la construction d'un nouvel hôtel qui serait le plus luxueux de Las Vegas. Finalement, cet hôtel, baptisé Flamingo, provoqua un conflit entre Siegel et ses partenaires, qui finirent par faire éliminer Bugsy. On ignore si Lansky était au courant de ce complot, mais après la mort de son ami d'enfance, il conserva 10% des parts de l'hôtel. Selon le FBI, Lansky allait également détenir des parts dans des casinos appelés Horseshoe, Sands et Petrel. Pourtant, lorsque Siegel avait lancé ce projet, Meyer n'y croyait pas vraiment et n'avait donné de l'argent à Bugsy que par amitié. Lansky estimait en effet que l'infrastructure de Las Vegas était dans un état déplorable. Il n'y avait pas encore de liaison aérienne et traverser le désert en voiture relevait de l'aventure. Cependant, le temps lui donna tort et Las Vegas allait rester sa source de revenus, surtout après la perte de tous ses casinos en dehors du Nevada. Cela s'explique par la vague de mécontentement qui traversa l'Amérique au début des années 1950. Les gens n'étaient plus accablés par les problèmes économiques et se préoccupaient de plus en plus de questions morales. Et pour répondre à ces demandes de la population dans tous les États, des politiciens ont commencé à apparaître qui voulaient faire carrière en luttant contre les établissements de jeu. Même les audiences sénatoriales les plus célèbres de cette décennie, sous la direction d'East Kefauver, ont placé cette question au premier plan. Et tout ce tapage porta ses fruits. Là où Lansky pouvait auparavant acheter les gens et diriger tranquillement ses casinos, plus personne ne voulait traiter avec lui. Les courses de chiens dans l'Iowa, l'établissement de jeux en Floride, le casino de Saratoga, tout fut fermé en l'espace de 2 ans. De plus, les audiences de Kefauver, auxquelles Meyer a également été convoqué, ont attiré l'attention des forces de l'ordre, et en 1952, il a été accusé de complot, de jeu d'argent et de falsification de documents dans l'affaire de l'Arrowhead Inn, où Meyer avait aidé Joe Adonis. L'avocat de Lansky, Moses Polakov, pensait facilement se débarrasser des accusations, mais son client refusait catégoriquement de comparaître car il aurait alors dû témoigner publiquement, ce qu'il ne voulait absolument pas. Son témoignage aurait pu indirectement impliquer ses partenaires et Meyer a décidé de plaider coupable. Finalement, Polakov obtint que Lansky ne soit accusé que des falsifications de documents, consistant à être inscrit en prête-nom sur la licence d'alcool à la place de Meyer, ce qui lui a valu une peine extrêmement légère. Lansky a payé une amende de $2500 et a purgé une peine de 3 mois de prison. À sa sortie de prison, Meyer se retrouva sans ressources. Tous ses casinos avaient été fermés, ses tentatives de reconversion en louant des jukebox et des téléviseurs au bar avaient échoué, et à Cuba, après la défaite électorale de Batista en 1944, les affaires allaient très mal. Cependant, en 1953, le retour au pouvoir de Batista fit de Cuba la principale opportunité pour Lansky de relancer ses affaires, d'autant qu'il ne croyait toujours pas en Las Vegas. À Cuba, entre-temps, un scandale éclata lorsqu'un avocat américain lié au sénateur Richard Nixon se fit escroquer dans un casino lors d'un jeu local appelé Cubolo. Celui-ci a refusé de payer, donnant lieu à un procès public, que l'avocat a remporté. Suite à cela, une série de plaintes de touristes américains qui avaient été escroqués au Cubolo à Cuba a alors déferlé sur toutes les États-Unis. Batista, qui considérait les jeux d'argent comme l'une des principales sources de revenus de l'État, prit l'affaire en main. Une enquête menée par ses hommes, qui a entièrement corroboré les conclusions de l'enquête indépendante du journaliste américain Lester Velli,
révéla que seuls 2 établissements à La Havane ne pratiquaient pas la triche. Dans le premier, fréquenté par les joueurs locaux, et le second, appelé Montmartre, il était récemment passé aux mains de Lansky, qui avait alors procédé à un nettoyage complet. Batista s'est immédiatement souvenu de cette vieille connaissance qu'il avait aidé à mettre en place le Casino National il y a près de 15 ans, et a proposé à Meyer de devenir son conseiller pour 25 000 $ par an. Lansky devait aider à réformer le secteur, débarrassant ainsi la Havane de sa réputation de casino malhonnête. Bien sûr, Meyer accepta sans hésiter, voyant ce à quoi il aspirait le plus, être reconnu et pouvoir exercer légalement le métier qu'il savait le mieux faire. Dès la saison 1954-1955, Batista, conseillé par Lansky, éradiqua la fraude dans les principaux casinos de la Havane. En outre, il a mis en place une série de réformes visant à faciliter l'entrée des touristes américains à Cuba. Ces mesures ont considérablement augmenté le nombre de visiteurs en provenance des États-Unis, qui pouvaient désormais séjourner à Cuba sans visa pendant 1 mois, et ce, sans craindre les arnaques à chaque coin de rue. À cette époque, outre être le conseiller de Batista, Lansky développait son petit club de jeu appelé Montmartre et caressait l'idée d'ouvrir un casino dans l'hôtel le plus luxueux de la Havane à l'époque, le National. À ne pas confondre avec le Casino National sur lequel Meyer avait travaillé 15 ans auparavant, car ce sont 2 établissements différents. Lansky proposa cette idée à Batista, puisque l'hôtel appartenait au gouvernement, qui l'approuva. Ainsi, dès 1955, une aile du luxueux National, haut de 10 étages, fut transformée en complexe de jeux avec restaurant, bar et casino. La gestion du nouvel établissement fut confiée à Meyer. Mais tout cela n'était pas tout à fait ce dont rêvait Lansky. En effet, il voulait avant tout avoir son propre casino à Cuba, où il pourrait exercer cette activité en toute légalité, car après son séjour en prison à Las Vegas, il ne pourrait plus le faire aux États-Unis. Et en 1955, son rêve devint réalité. Cette année-là, le gouvernement cubain promulgua une nouvelle loi sur les hôtels, selon laquelle Cuba accorderait des avantages fiscaux à tous les nouveaux hôtels, motels et établissements similaires offrant un hébergement touristique. De plus, tout nouvel hôtel d'une valeur supérieure à $1 million ou toute nouvelle discothèque d'une valeur supérieure à $200 000 avait le droit de demander une licence de casino. Lansky a profité de cette loi et, en 1956, a commencé la construction de son propre hôtel-casino appelé Riviera. Et à la fin de l'année 1957, le bâtiment de 21 étages et 440 chambres était achevé. Le Riviera était la quintessence de toute la carrière de Meyer dans le domaine des jeux d'argent. Le plus grand, le plus luxueux et le plus confortable, le Riviera réunissait tout le savoir-faire ainsi que l'expérience acquise par Lansky au fil des ans. C'était également le seul établissement de la Havane à disposer d'un système de climatisation centralisé et silencieux. Les meilleurs artistes américains s'y produisaient et, selon beaucoup, la cuisine était la meilleure de Cuba. Et bien sûr, à la Riviera, vous pouviez jouer à tous les jeux de hasard populaires de l'époque en étant sûr que le jeu n'était pas truqué. Selon les témoignages des clients de l'hôtel, Lansky a réussi à créer un établissement élitiste où il n'y avait pas la moindre trace de criminalité. Une véritable enclave aristocratique au cœur du carnaval populaire dans les rues. Ainsi, depuis décembre 1957, date de l'ouverture officielle de la Riviera, ces 440 chambres étaient occupées pendant toute la saison hivernale. Elles étaient occupées par une clientèle très aisée qui, selon le cubain Norberto Peña, chargé de récupérer les dettes des perdants, générait des centaines de milliers de dollars par semaine. En effet, selon Peña, il récupérait en moyenne 10 000 à 15 000 $ par joueur perdant. Il souligne toutefois qu'il n'a jamais eu à recourir à la force et que l'argent était remis en espèces immédiatement après avoir été réclamé, ce qui en dit long sur le type de clientèle qui fréquentait le casino de Meyer. Cependant, le paradis personnel de Lansky fut de courte durée. À la fin de l'année 1958, Batista s'est enfui de Cuba et Fidel Castro a pris le pouvoir. Ce dernier a changé le cap du pays vers le socialisme et a expulsé toutes les exploitations des casinos de l'île. Meyer et ses partenaires avaient investi entre 14 et 18 millions de dollars dans la Riviera, mais n'avaient réussi à en gagner que 3. Lansky avait tout perdu à Cuba, son argent, ses rêves et même sa santé. Après toute cette histoire, son ulcère s'aggrava et des problèmes cardiaques survinrent, et il dut être hospitalisé à 2 reprises, où tout semblait indiquer qu'il ne survivrait pas. Mais Meyer Lansky a réussi, dans la mesure du possible, à se remettre de ce coup dur, et maintenant qu'il avait franchi le cap des 60 ans, il devait trouver de nouvelles forces et de nouveaux objectifs pour continuer à vivre. Au début de l'année 1962, Meyer a survécu à une crise cardiaque et s'est rétabli. En août de la même année, il a décidé de faire un voyage en Europe et,
entre autres de visiter la terre de ses ancêtres. Israël, qu'il voyait pour la première fois, séduisit Lansky au premier regard. Ce voyage touristique le poussa à envisager sérieusement de quitter enfin l'Amérique qui lui avait apporté tant de déceptions pour s'installer dans le pays dont avait rêvé son grand-père. La seule difficulté était qu'après son fiasco à Cuba, il n'avait pas assez d'argent pour prendre sa retraite sereinement dans un autre pays. Son seul revenu digne de ce nom provenait du skimming à Las Vegas, où Meyer détenait une participation de 5 à 10% dans plusieurs casinos. Et pour accumuler la somme nécessaire avec un tel niveau de revenus, il lui faudrait plus d'une année. De plus, il fallait veiller à ce que les autorités américaines ne le privent pas de ses derniers revenus, ce qui l'obligeait à réaliser encore quelques investissements fructueux à l'étranger où il n'aurait pas à gérer activement et où sa participation serait extrêmement difficile à prouver. Le skimming dans les casinos, pour ceux qui ne le savent pas, consiste à retirer de l'argent d'un établissement de jeu en contournant les rapports officiels, c'est-à-dire une sorte d'évasion fiscale. C'est précisément ainsi que Lansky gagnait sa vie lorsqu'il a perdu la Riviera. Officiellement, pour le fisc, il percevait des revenus provenant de ses anciens investissements légaux. Il détenait ainsi des parts dans plusieurs petits hôtels en Floride, ainsi qu'environ 20% des actions d'une petite société pétrolière, State Summerfield. Cet argent lui suffisait pour équilibrer ses revenus et dépenses fiscaux, et qu'il n'ait aucun problème avec la justice. Lansky sortait ses véritables revenus des États-Unis de la manière suivante. À Miami, il y avait une banque appelée Bank of Perrine, qui avait un accord spécial avec la Castle Bank of Nassau aux Bahamas, selon lequel la première était en fait une succursale de la seconde. En d'autres termes, vous pouviez vous rendre dans une banque à Miami, déposer n'importe quelle somme sur un compte et demander que cet argent soit crédité vers la banque des Bahamas. Il ne restait alors aucune trace écrite dans la banque américaine, toutes les données étaient directement transmises aux Bahamas. De là, Meyer transférait l'argent loin du fisc américain, notamment en Suisse. Et de là, il pouvait librement effectuer de nouveaux investissements à l'étranger, dont les bénéfices finiraient également par revenir en Suisse. Grâce à ses anciennes relations, il a pu acquérir des petites parts dans le casino Lucayan aux Bahamas, ainsi que dans un casino londonien appelé The Colony. C'est ainsi que Lansky a vécu jusqu'à la fin des années 1960, tout en assurant sa retraite et en échappant à toute sanction pour skimming. Le FBI a obtenu des preuves au début des années 1960, mais à la fin de la décennie, la défense a pu prouver qu'elles avaient été obtenues illégalement et l'affaire a été classée. Meyer interprète alors cette affaire comme un signe et vend toutes ses parts à Las Vegas pour un montant total d'environ $1 million. Il est désormais prêt à prendre sa retraite et à partir en Israël, d'autant plus qu'aux États-Unis, une nouvelle affaire pour non-paiement d'impôts, à nouveau liée à Las Vegas, est en cours contre lui. La dernière fois, il avait réussi à échapper à la justice pour l'affaire du casino Sands, mais cette fois, les autorités s'en prennent au Flamingo. Mais pourquoi les autorités s'acharnaient-elles autant sur Lansky depuis le début des années 1950 ? Il avait purgé une peine de 3 mois de prison, puis avait été déchu de sa nationalité, mais avait gagné son procès, avant d'être poursuivi pour fraude fiscale à plusieurs reprises. D'où venait cette volonté de mettre derrière les barreaux un simple organisateur de jeux d'argent ? N'y avait-il vraiment pas de criminel plus dangereux sur lequel le FBI pouvait concentrer ses efforts ? Bien sûr qu'il y en avait. Mais honnêtement, sur le papier, pour les autorités et la société, Lansky était bien plus qu'un simple propriétaire de casino. Tout a commencé lorsqu'au début des années 1950, la commission sénatoriale Kefauver a désigné Meyer comme l'un des dirigeants du soi-disant syndicat du crime de New York. À l'instar de celui de Chicago, dirigeait toute la criminalité organisée du pays. En réalité, il n'existait aucun syndicat avec une direction centralisée, comme je l'ai clairement expliqué dans mes vidéos sur la naissance de la mafia new-yorkaise, que vous pourrez trouver sur ma chaîne. Mais à l'époque, la société américaine découvrait le concept de mafia, et elle mettait tout dans le même sac, créant une image terrifiante d'un crime organisé qui avait créé un nouveau gouvernement et était sur le point de prendre le contrôle du pays. Et Meyer, qui collaborait avec Costello et Adonis dans plusieurs entreprises de jeux d'argent, fut ainsi associé à ce duo à la tête du syndicat du crime de New York. Et puis tout s'est enchaîné. On disait d'abord que Lansky possédait presque tous les casinos de Las Vegas, puisqu'il éliminait les chefs mafieux qui le gênaient, puis qu'il avait 300 millions de dollars sur des comptes à l'étranger. Et pendant tout ce temps, il restait le chef du syndicat du crime de l'Est. Toutes ces rumeurs et spéculations provenaient de bribes de conversations entendues par les agents du FBI, amplifiées ensuite par les journalistes et les écrivains. Par exemple, la fortune de 300 millions de dollars attribuée à Lansky fut inventée par le journaliste Hank Messick, qui a écrit sur Lansky au milieu des années 1960.
Lorsqu'on lui a demandé d'où il tenait ce chiffre, Messick évoqua alors le fisc américain qui nia en bloc, affirmant que de tels chiffres n'aient jamais figuré dans les enquêtes sur les revenus de Lansky. Néanmoins, lorsque Meyer s'est rendu en Israël en 1970, ce n'était pas le départ d'un vieil homme fatigué souhaitant prendre sa retraite dans le pays de ses ancêtres, mais bien la fuite d'un homme considéré comme l'un des leaders d'une organisation criminelle les plus puissantes des États-Unis. Et c'est précisément cette réputation qui l'empêchera de rester en Israël. Lorsque Lansky s'y rendit, il pensait être accueilli à bras ouverts. Depuis la fin des années 1930, il avait œuvré pour aider le peuple juif et la création de l'État d'Israël. Il avait contribué à la dispersion des manifestations du parti fasciste de New York, aidé à envoyer des armes en Israël grâce à ses relations avec la mafia lorsque des problèmes surgissaient dans les ports, et a fait des dons réguliers à divers fonds et organisations israéliennes. Cependant, lorsqu'il est arrivé en 1970 et a demandé la citoyenneté, la réputation de chef mafieux a pris les dessus sur ses mérites passés, et les autorités israéliennes lui refusèrent sa demande. Il passa ensuite près de 2 ans à se battre devant les tribunaux contre le gouvernement israélien, affirmant qu'en tant que juif, il avait le droit de devenir citoyen. Mais tout cela fut vain, et, en septembre 1972, Lansky fut contraint de quitter Israël. Au même moment, aux États-Unis, une enquête pour fraude fiscale était ouverte contre lui. Elle a même été transmise au tribunal où Meyer ne s'est bien sûr pas présenté, ce qui lui a valu automatiquement une accusation d'outrage à la cour. Les autorités américaines avaient également annulé son passeport et Lansky ne pouvait désormais quitter Israël légalement que pour retourner aux États-Unis où il risquait la prison. Mais ce n'était pas la retraite que Meyer souhaitait et il n'avait pas l'intention de se rendre sans se battre. Grâce à des relations qu'il s'était faites en Israël, notamment avec le soutien de Yoshke Shanner, qui avait été directeur des services de sécurité du premier ministre israélien à l'époque de David Ben-Gourion, il obtint un visa pour le Paraguay, où il n'y avait alors pas d'extradition vers les États-Unis. Et en novembre 1972, Lansky quitta Israël. Il s'envola d'abord pour Zurich, puis pour Rio de Janeiro, où il prit un avion pour Buenos Aires, avant de rejoindre finalement le Paraguay. Lansky et Shanner, qui l'aidaient, n'avaient néanmoins pas pris en compte un petit détail. L'avion en provenance d'Argentine ne faisait qu'une escale au Paraguay, et sa destination finale était les États-Unis. C'est pourquoi les 2 agents du FBI qui sont montés à bord de l'avion au Paraguay n'ont tout simplement pas laissé Lansky descendre, invoquant le fait que, quelques heures auparavant, les autorités paraguayennes avaient décidé de refuser l'entrée de Lansky dans leur pays en raison de ses démêlés avec la justice. Meyer n'avait aucun moyen de vérifier cela, ni de se frayer un chemin jusqu'à la sortie de l'avion. Il ne lui restait donc plus qu'à rester assis à sa place et à regarder l'avion décoller du Paraguay, puis atterrir à l'aéroport de Miami. La première affaire judiciaire après son retour a été un procès pour outrage à la cour, qu'il a finalement remporté car le délai entre l'envoi de la convocation au tribunal et la date de l'audience était trop court et Lansky n'avait physiquement pas le temps de revenir d'Israël. Puis, sa santé s'est détériorée. Et en mars 1973, il a dû subir une opération cardiaque, nécessitant un long repos pendant au moins 1 an. Cependant, les autorités voulaient vraiment le mettre derrière les barreaux, et dès juillet de la même année, un procès pour non-paiement d'impôts a commencé, que Lansky a également gagné, car l'accusation avait un témoin extrêmement peu fiable, pris en flagrant délit de faux témoignage par l'avocat de Meyer. Resté en liberté, Lansky essaya encore pendant plusieurs années, directement depuis les États-Unis, d'obtenir la nationalité israélienne, mais sans résultat, et finit par se résigner. D'autant plus que tous ces procès, qui ont duré près de 4 ans et ont commencé en Israël, ont pratiquement épuisé toutes les économies qu'il avait mises de côté pour vivre dans le pays de ses ancêtres. Il était désormais un retraité comme les autres. Avec ses amis, tels que Vincent Hallot ou Harry Rosen, ils se réunissaient autour d'un petit déjeuner et pouvaient discuter longuement et avec animation du passé ou du présent, en essayant de ne pas aborder un avenir déjà tout tracé. Parfois, la jeune génération de gangsters de Floride se joignait à eux et écoutait avec plaisir les histoires sur la prohibition, Cuba ou Las Vegas. Après le déjeuner, les amis se séparaient et Meyer rentrait chez lui pour faire une petite sieste et reprendre des forces pour sa promenade du soir avec son chien bien-aimé. Et le lendemain, tout recommençait. Rendez-vous avec ses amis pour le petit déjeuner, sieste, promenade, dîner et encore sommeil. Mais peu à peu, ses joies ont commencé à quitter Meyer. D'abord, ses amis ont commencé à mourir un à un, puis sa santé s'est encore détériorée. Vertige, problèmes de mémoire, crachats de sang. En 1980, Lansky a été diagnostiqué d'un cancer. La même année, il a subi une opération pour retirer la tumeur, mais en 1982, elle est revenue.
Et le 15 janvier 1983, Meyer Lansky a définitivement perdu son combat contre la mort, s'éteignant dans une chambre d'hôpital. Telle est l'histoire de Meyer Lansky, un homme qui, à mon humble avis, aurait pu accomplir bien plus dans sa vie que ce que le destin lui a finalement permis.